Bonjour. Vous arrivez à entendre le son? Oui, madame. Ok. Oui, madame. Allez, on commence le TD. Je pense que nous sommes sur l'exercice 5 pour les 3 groupes de TD. Oui? Oui. Donc, on continue sur la série des exercices. Donc, il nous reste 6, 7, 8 et 9. Donc, pour l'exercice 6, c'est toujours la détermination d'une séquence. Là, vous avez un peptide. Bon, je vais agrandir pour que je puisse aller avec vous doucement et j'espère que vous voyez là l'agrandissement. Vous arrivez à voir l'agrandissement de la diapo? Non, madame. Oui? Pas encore. Pas encore. Pas encore, donc je vais attendre juste un petit moment. Si c'est OK, vous me faites signe. Tout le monde arrive à voir l'agrandissement de la diapo? Madame, il n'est pas agrandi la diapo. Il n'est pas agrandi. Bon, je vais revenir. J'aimerais bien aller à fur et à mesure, mais c'est pas grave. Bon, la première phrase de l'énoncé de l'exercice dit que le peptide A, vous avez un peptide A, il est constitué de 7 acides aminés et il est détaché à partir d'une protéine par l'action de la trypsine. Ça veut dire, là j'ai fait un petit schéma qui montre que vous avez une structure protéique, donc là vous avez une structure, j'ai mis une protéine globulaire, et vers une extrémité de cette protéine, on a eu le peptide A qui a été détaché de cette protéine par action de TI, c'est-à-dire par l'action de la trypsine. Qui dit trypsine dit hydrolyse d'une liaison du côté C de la lysine, de l'arginine ou bien de l'aminocystéine. À partir de cette donnée, vous pouvez bien sûr déterminer le C-terminal de cet acide aminé. Maintenant, vous connaissez bien ce que je dis. La trypsine et l'hydrolygie de la liaison du côté C de la lysine ou bien de l'arginine. Donc, dans la composition, vous avez ici la composition en acide aminé de peptide A. Il contient glu, cystéine, arginine, alaline et méthionine. Donc là, c'est une composition. Vous voyez, il y a les virgules entre les acides aminés. Ça veut dire on a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, alors que l'énoncé dit que le peptide contient 7. Donc, j'ai bien noté ça. Le peptide, il contient 7. Or, lorsque vous comptez les acides aminés, il n'y a que 5. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que ce peptide a été détaché par la trypsine. Ça veut dire que l'extrémité C-terminale de ces peptides est une arginine, parce que dans la composition, on a l'arginine. Donc, on a dit que la trypsine, il peut couper après du côté C, donc je dis ni après ni avant, du côté C de la lysine ou bien de l'arginine. Donc, la composition montre qu'on a un résidu arginine. Ça veut dire que le C-terminal de ce peptide A, qui est obtenu à partir d'une structure polypeptidique, à partir d'une protéine, elle se termine par l'arginine. Donc, j'ai mis ici action de la trypsine. Donc, A, son C-terminal est une arginine. Donc, c'est ça ce qu'on peut avoir à partir de cette donnée. Donc, cette donnée nous précise que le C-terminal de A est une arginine car elle est obtenue après action de la trypsine qu'elle a pu détacher d'une structure protéique. Et puis, j'ai compté, puisqu'il y a des chiffres, donc il dit que le peptide contient 7. Or, ce que je vois dans la composition, il n'y a que 5. Donc, on va continuer sur les données pour voir ce qui se passe. À 1 millimole de ce peptide, donc, on a traité le peptide avec le bêta-mercaptoéthanol. Donc là, vous avez des données qu'on n'a pas vues dans les autres exercices.
Le bêta-mercaptoéthanol, vous devrez savoir qu'est-ce qu'il fait. Et je pense que tout le monde maintenant sait ce qu'il peut faire le bêta-mercaptoéthanol. Qui peut répondre? C'est la rupture, les liaisons disulfure. Voilà, vous avez la rupture ou l'hydrolyse du pont, c'est une réduction du pont disulfure par le bêta-mercaptoéthanol. C'est une réduction de la liaison SS par le bêta-mercaptoéthanol. Ça veut dire que dans ce peptide, il y a combien de cystéine, au moins, pour avoir le pont? Au moins, il est Deux. Voilà. Ça veut dire, dans la composition, il ne donne pas les chiffres, c'est-à-dire le nombre de répétitions. Il donne, donc là, c'est une étude après une séparation sans faire une étude spectrophotométrique qui va déterminer le nombre de moles. Donc, pour cet exercice, il n'y a eu que la séparation qui a donné la qualité des acides aminés qui sont présents dans ce peptide. Or, le chiffre, il le montre bien. Ça veut dire qu'il y a soit des acides aminés qui sont répétés, soit qu'ils sont détruits par l'hydrolyse, soit transformés. Donc d'abord, avec le bêta-mercaptoéthanol, on peut dire on a au moins 2 cystéines. Donc j'ai mis ici, bêta-mercaptoéthanol indique présence d'un pont SS. Donc répétition au moins de la cystéine. J'ai mis 2 fois la cystéine, au moins j'ai dit. Parce que si vous avez 2 fois, il manque encore, donc on n'est pas sur le chiffre 7. Donc là, cette hydrolyse, ils ont dit, il a été séparé par chromatographie sur papier. Et là, il indique bien que les tâches obtenues qui ont donné la composition, il n'y a que 5. Donc si j'ai repris ici, sur le papier, c'est une chromatographie sur papier. Et la révélation toujours par la nénédrine, elle a donné des taches bleues. Et chaque tâche, en utilisant des témoins, on a pu l'identifier. Donc il y a une tâche cystéine. Ça veut dire sur la tâche cystéine, il se peut qu'il y a plusieurs cystéines, plusieurs méthionines, plusieurs arginines au glu. On va voir. Donc, la première hypothèse qu'on peut donner, on peut supposer, proposer à travers cette donnée, c'est qu'il y a le bêta-mercaptoéthanol qui a été utilisé, ça veut dire qu'il y a au moins 2 cystéines, si on a un pont SS. La deuxième chose qu'on peut supposer, c'est qu'il se peut qu'on a fait, bien sûr, pour avoir les acides aminés libres, on a fait une hydrolyse acide. Maintenant, l'hydrolyse acide, vous savez bien, il peut détruire le TRP. Peut-être que vous avez un TRP qui a été détruit, donc lors de la séparation, on ne trouve plus le TRP. Et la troisième hypothèse, c'est qu'il se peut que toujours l'hydrolyse acide transforme. Tout ça, vous l'avez dans votre cours. La transformation, ça peut toucher l'acide aspartique et l'arginine. Donc, on peut avoir l'un ou l'autre parce que l'un, il peut être transformé en l'autre. Ou bien le glu en GLN. Or, dans la composition, il est mentionné la présence de glu. Donc, peut-être que sur cette tâche, vous avez glu 2 fois ou bien vous avez un GLN qui a été transformé en glu et sur la tâche, vous aurez 2 acides aminés glu au lieu d'un. Donc là, ce sont les propositions, ce sont des hypothèses qu'on peut bien sûr proposer pour donner une explication à cette différence de chiffres. Donc la transformation, il peut avoir lieu d'un TRP s'il existe, on peut avoir une transformation et on peut avoir la répétition de 2 cystéines puisqu'on a traité par le bêta-mercaptoéthanol avant de faire la séparation chromatographique. Est-ce que tout le monde a bien vu ça? Est-ce qu'il y a des questions? Je continue. Pas de questions? C'est clair, madame. C'est clair? Madame, Oui. j'ai une petite remarque. On n'aura pas de l'asparagine ou bien de GLN, puisqu'on a juste une tâche, on a la tâche de l'acide glycamique. J'ai dit pour le glu, vous pouvez avoir la transformation d'un GLN en glu ou d'un glu en GLN. Mais là, on a glu, ça veut dire il se peut qu'il y ait eu une GLN transformée en glu. D'accord. Donc, on a transformation dans les deux sens. Oui, ça se fait dans les deux sens. Oui, ça se fait dans les deux sens. D'accord, j'ai compris, merci. Ça se fait dans les deux sens.
Donc là, je continue pour cet exercice. Donc jusqu'à maintenant, donc on a pu donner quelques explications qui peuvent bien sûr nous aider à arriver à déterminer la séquence. Donc là, vous avez l'action du bromure de cyanogène qu'on a vu hier, donc pour certains groupes d'hier. Donc on a vu pour la dernière séance du TD, le bromure de cyanogène, maintenant vous savez qu'est-ce qu'il fait. Donc il hydrolyse une liaison du côté C de la méthionine et peut transformer la méthionine en homocérine, en homocérylactone. Donc ce peptide traité avec le bromure de cyanogène en l'absence du bêta-mercaptoéthanol. Quand on dit en absence de bêta-mercaptoéthanol, ça veut dire qu'on laisse le pont SS formé entre les cystéines. Donc, oui, en absence de bêta-mercaptoéthanol et en présence de bromure de cyanogène, là, on obtient comme résultat un tripeptide acide. Un tripeptide acide, ça veut dire quoi? Un peptide qui contient 3 résidus d'acides aminés et il est acide. Là, je reviens à la composition. Dans la composition, vous avez un acide aminé acide et vous avez un acide aminé basique. Vous avez l'arginine qui est très basique et vous avez l'acide glutamique qui est très acide. Lorsque vous avez comme résultat un tripeptide acide, sous-entendu que ce peptide, il contient l'acide aminé le plus acide. Ça veut dire qu'il contient le glu. Elle a été confirmée par l'action de réactif d'Edman. Le réactif d'Edman qui réagit avec la fonction amine libre du côté N dans la séquence et il a donné un produit, une phénylidentoine glu. Donc on a pu repérer l'acide aminé en extrémité N-terminale et c'est l'acide glutamique, ce qui explique la nature acide de votre tripeptide. C'est un tripeptide acide. Donc là, j'ai noté l'action de bromure de cyanogène donne un tripeptide acide. Il contient 3 résidus et son extrémité N-terminale confirmée par le réactif d'Edman, c'est le glu. Maintenant, je ne vais plus parler de l'action des différents réactifs parce que vous les connaissez maintenant, pour aller rapidement. Bon, bien sûr, s'il y a quelques-uns qui n'ont pas pu suivre, ils peuvent m'arrêter, ils peuvent poser des questions. Sinon, je continue. Donc là, j'ai mis que, d'après la première donnée, que le C-terminal de ce peptide, qui contient 7, c'est une arginine. Et l'extrémité N-terminale du tripeptide obtenu par action de bromure de cyanogène, c'est le glu. Puis après, on a obtenu un tétrapeptide basique. Donc, l'un ou l'autre, il peut être en première position. Et on va voir lequel. Puisqu'on n'a obtenu que 2 fragments avec le bromure de cyanogène, ça veut dire qu'il y a une seule méthionine dans cette séquence qui contient 7. Mais on ne sait pas encore où. Est-ce que le tripeptide est au début suivi du tétra ou inversement, le tétra le premier et le tri en dernier? Donc on continue avec les données de l'exercice. Donc la donnée dit qu'on obtient un tripeptide acide et un tétrapeptide basique. Et tout à l'heure, j'ai dit que l'acide aminé basique, c'est l'arginine. Elle est très basique. Le pK de cette fonction guanidine, il est de 12. Donc, s'il existe dans un peptide, le peptide, son pHI, elle est très basique. Elle est influencée par la présence de l'arginine. Donc, s'il est basique, et on a dit que l'arginine, elle est en C-terminal, ça veut dire si ce tétrapeptide contient l'arginine, qui lui donne le caractère d'être basique, elle contient 4 résidus, tétra, ça veut dire qu'il contient 4, donc 3 plus 4, c'est 7. Le compte maintenant, elle est bon. Si vous ajoutez le tri sur le tétra, il vous donne le 7 qui forme le A. Le A ici, il contient 7. Là, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. S'il est basique, ça veut dire qu'il contient une arginine. Et s'il contient une arginine, il ne peut être qu'en C-terminal. Parce qu'il est obtenu après hydrolyse de A. A qui contient le tri et le tétra. Le tri, il est acide, donc il contient l'acide aminé acide, et le tétra, il contient un acide aminé basique. Et j'ai dit, s'il contient l'acide aminé basique qui lui donne le caractère basique, l'arginine, elle ne peut être qu'en C-terminal au niveau du tétrapeptide. Et comme ça, on peut bien sûr déterminer la composition du tri, parce que maintenant le tétra, il est le dernier dans la séquence. Vous avez 1,
2, 3 et 4. Donc le tétra, il commence à partir de là. S'il commence à partir de là, ça veut dire que cette liaison a été hydrolysée par le bromure de cyanogène et par conséquent, le C-terminal du premier peptide qui contient 3 est une méthionine. C'est ce que j'ai mis ici. Donc le C-terminal, c'est une méthionine. On sait bien que ce tri, il commence par le glu. Et puisque on a travaillé en absence de bêta-mercaptoéthanol, ça veut dire qu'on garde le lien entre les tri et le tétra. Pour garder le lien entre le tri et le tétra par un pont SS, ça veut dire que le tri contient une cystéine et le tétra contient une cystéine. Donc, vous devrez avoir au moins 2 cystéines pour avoir le pont SS. Donc, c'est pour cela que j'ai ajouté une cystéine sur le triacide. Et maintenant, le tri, elle est séquencé. Il contient glu, cystéine, suivi d'une méthionine. Tout le monde a bien compris ça? Non, madame. Oui, madame. Ok, c'est bien. Maintenant, vous voyez mieux les choses parce qu'on a déjà fait ce genre d'exercice. Maintenant, le raisonnement, vous le connaissez bien. Donc, il n'y aura aucun problème pour la suite lorsque vous voulez travailler vous-même ce genre d'exercice. Donc, vous aurez plus de facilité à le faire. Donc, je continue sur les données de l'exercice. Maintenant, on a séquencé le tri qui est acide. Il nous reste à séquencer le tétra dont on connaît son extrémité C-terminale. Donc, soumis à l'action du réactif d'Edman, maintenant, on travaille sur le tétra pour déterminer son extrémité N-terminale, le premier résidu de la séquence. Donc là, l'action du réactif d'Edman, elle va libérer un THP, c'est une phénylidentoine GLN, c'est-à-dire il contient, GLN c'est quoi? Glutamine. C'est la glutamine. Et la glutamine, c'est un dérivé de l'acide glutamique ou du glutamate. Ça veut dire là, les hypothèses qu'on a mis au début, qu'il se peut qu'il y ait eu une transformation, on la voit ici. Dans la séquence, on ne voit pas GLN, il n'y a que le glu. Ça veut dire qu'elle était GLN, mais elle est transformée après action ou après hydrolyse par l'HCl. Donc, sur les tâches que vous avez ici sur la séparation, vous voyez que le glu, ça veut dire c'est une GLN qui a été transformée en glu, ça veut dire la tâche là, il contient 2 glus et non pas un seul glu. Il contient glu et GLN transformé en glu. Donc là, puisqu'il commence par GLN, et il dit que toujours le traitement par, elle libère GLN, le traitement par le réactif d'Edman. Donc là, on fait une séquence par le réactif d'Edman. C'est une récurrence. Il commence par GLN, puis en présence de bêta-mercaptoéthanol, le PTH cystéine. C'est-à-dire après GLN, il y a une cystéine. Et là, ça confirme bien la donnée qui dit qu'on travaille en absence, c'est-à-dire on garde le pont. Si on garde le pont, ça veut dire le tri, elle est lié au tétra par un pont SS. Ça veut dire dans le tri, il y a une cystéine et dans le tétra, il y a une cystéine. Donc, il nous reste à placer l'acide aminé qui reste. On revient à la séquence. Donc, on a déjà placé l'arginine, la méthionine, glu, cystéine. Donc, il reste alanine. C'est ce que j'ai ajouté ici. L'acide aminé qui reste étant alanine, pour avoir la séquence de tétra. Et comme ça, on a pu séquencer le tri et le tétra. Bon, là, j'ai choisi cet exercice pour ajouter la notion du bêta-mercaptoéthanol, la présence du pont qui peut exister au niveau d'une structure. Et maintenant, ici, pour cette structure, le pont, elle est intrachaîne. Elle est entre des cystéines appartenant à la même structure. Donc là, j'ai mis le tri suivi du tétra et le pont, elle est bien mentionné entre les deux cystéines. Si c'était 2 fragments, bien sûr, séparés, ce n'est pas une seule chaîne, l'action de bromure de cyanogène, donc il ne peut pas avoir une action s'il existe. C'est-à-dire, on peut avoir le tri et le basique séparés si le pont il est interchaîne, entre les chaînes, c'est-à-dire entre le tri et le tétra. Là, vous avez un pont SS, le pont il est dit interchaîne, mais or, le pont il est intrachaîne, et non pas entre des chaînes différentes.
Parce que les deux, ils sont obtenus après action, après hydrolyse d'une liaison peptidique au sein, qui est une liaison à l'intérieur de la chaîne. Donc, il a attaqué une liaison qui est dans la séquence. C'est pour cela qu'on a obtenu deux fragments séparés et qu'ils restent liés par le pont SS pour se rassurer qu'il y a des cystéines dans les deux fragments. Voilà, et comme ça, on a pu séquencer, c'est facile à faire. On a séquencé le peptide A. Et de la même manière, vous pouvez travailler d'autres exercices en suivant le même raisonnement. Et je reviens aux hypothèses. Donc, les hypothèses qu'on a mis, on a dit que peut-être qu'il y a eu répétition, c'est le cas, on a trouvé deux cystéines. Une destruction, on n'a pas trouvé qu'il y a eu destruction, donc il n'y a pas de TRP, mais au contraire, il peut y avoir une transformation. Ça, c'était bien confirmé lorsqu'on a obtenu en extrémité GLN. Donc, les hypothèses émises, deux, ils sont vérifiés. Il y a deux cystéines, il y a répétition, et il y a transformation de GLN en GLU, et il n'y a pas de TRP. Donc là, la troisième hypothèse est à écarter. Mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut donner toutes les hypothèses, puis après, il faut les vérifier par les données de l'exercice. Ça y est, on peut passer à l'exercice 7, s'il n'y a pas de questions. Madame, Oui. Madame, s'il vous plaît, j'ai pas bien compris pourquoi on n'a pas séparé les deux fragments. Pourquoi on a toujours gardé la liaison peptidique entre la méthionine et la glutamine. Pourquoi on n'a pas séparé? Regardez, tout à fait en haut, la première donnée sur cette page, vous avez l'action du bromure de cyanogène sur ce peptide en l'absence de bêta-mercaptoéthanol donne un tri et un tétra. Ça veut dire que la liaison qui a été hydrolysée par le bromure de cyanogène, elle est dans la chaîne. Elle est dans la chaîne. Ça veut dire que vous avez une chaîne linéaire. Si ce n'était pas linéaire, si ce n'était pas séparé, le bromure de cyanogène, il n'aura aucune action. Comment on a pu obtenir deux? Ça veut dire qu'on a hydrolysé une liaison au sein de la chaîne linéaire qui est A. Donc A, c'est ça. Bon, là, ce que j'ai schématisé ici, c'est le A. Oui ou non? Oui, madame. Vous voyez maintenant? Voilà. Merci beaucoup, madame. Il n'y a pas de quoi. Allez, je continue. S'il n'y a pas d'autres questions. Et là, on va voir un autre type d'exercice. Donc là, j'ai pris 3 pour le séquençage. Et là, vous avez 7, 8 et 9. Les 3 qui restent, ce sont surtout les techniques d'analyse, bien sûr, en se basant sur les caractéristiques. Madame. Oui. Sur l'exercice précédent. L'exercice 6? L'exercice précédent. Oui, l'exercice 6. Oui. Bon, j'ai pas bien compris s'il y a le pont disulfuré ou pas dans la chaîne. Dans la chaîne, j'ai dit c'est toujours cette donnée qui est très importante. La première que j'ai mis en bleu sur cette page, l'action du bromure de cyanogène sur le peptide A. En l'absence, ça veut dire qu'on garde ce pont. Le pont, il est formé. Et on coupe par le bromure de cyanogène à ce niveau-là. C'est pour cette raison qu'on a un tri et un tétra. Si le pont n'était pas dans la chaîne, c'est-à-dire s'il était entre le tri et le tétra ici, et il n'y a pas eu cette liaison entre les deux, le bromure de cyanogène n'aura aucune action. Donc la méthionine, elle sera en C-terminal de l'un. Et là, je ne peux pas utiliser le bromure de cyanogène pour savoir qu'il est en C-terminal de l'un ou de l'autre. Est-ce que vous voyez les choses? Vous voyez ou non? Monsieur qui a posé la question, est-ce que vous avez compris ou pas? Monsieur? Vous entendez ou pas? Mais vous avez compris? Bon, faute de décalage à cause de la connexion. Faute de décalage à cause de la connexion. Ah oui. J'ai eu du mal à vous capter.
Vous n'arrivez pas à entendre ce que je À dis? cause de la connexion, il y a eu un décalage et je n'ai pas bien compris ce que vous avez expliqué. Maintenant, je reprends où vous avez compris. Oui, il a un problème de connexion. Bon, de toute façon, on peut revenir à la fin si vous avez encore des Madame, questions. Oui, madame, oui, j'ai eu un problème de connexion sur oui, mon j'ai bien portable. entendu que vous avez un problème de connexion. Est-ce que vous avez entendu, est-ce que vous avez compris d'après ce que j'ai réexpliqué ou bien je reprends encore? Vous reprenez, si c'est possible. Ah oui, bien sûr. J'ai dit, là, la donnée dit qu'on obtient le tri et le tétra après avoir hydrolysé une liaison peptidique par le bromure de cyanogène. Enlevez, s'il vous plaît, vous fermez votre micro. Bon, j'ai dit on obtient le tri et le tétra après avoir clivé ou hydrolysé cette liaison. S'ils ne sont pas liés par le pont, qui est intra-chaîne, je ne peux pas avoir le tri et le tétra. Le bromure de cyanogène, il n'aura pas d'action. Ça veut dire s'ils étaient séparés, l'un elle est ici, l'autre elle est de l'autre côté. Ça veut dire qu'ils sont deux chaînes différentes. Or, on a obtenu les deux après avoir coupé. Ça c'est 7, on a hydrolysé 7, c'est 3 plus 4. Ça veut dire les acides aminés sont sur la même chaîne polypeptidique. Et s'ils sont sur la même chaîne polypeptidique et il y a deux cystéines sur la même chaîne polypeptidique, ça veut dire que le pont il est entre des cystéines appartenant à la même séquence. Et le pont il est qualifié de pont intra-chaîne. Si le pont était interchaîne entre deux chaînes différentes, vous ne pouvez pas avoir l'action de bromure. L'action de bromure de cyanogène ou la bromure de cyanogène n'aura aucune action sur le peptide. Est-ce que tout le monde a compris ça? Oui, madame. Allez, je continue pour l'exercice 7. Bon, je dis pour cet exercice, on va voir, c'est la détermination de la structure. Bon, la question posée, c'est déterminer, ou d'après les expériences réalisées, on vous demande de donner la structure de cette protéine. Et là, vous avez un ensemble de ces 3 phrases que vous avez dans l'énoncé de l'exercice. On dit que la glycogène phosphorylase A musculaire, donc c'est une enzyme qui a été extraite de muscles. On appelle la glycogène phosphorylase A. C'est une enzyme appartenant aux muscles. C'est pour cela qu'on a dit musculaire, que j'ai abrévié GPM. L'étude a été faite sur cette enzyme dans le but de déterminer sa structure. Est-ce qu'elle est en structure tertiaire? Est-ce qu'elle est en structure quaternaire? Quelles sont les liaisons ou les interactions qui peuvent exister? Et ceci en utilisant des techniques. Les techniques que j'ai citées, vous avez des techniques chromatographiques, des techniques électrophorétiques et des dosages spectrophotométriques. Voilà ce qui a été fait sur cette protéine. Donc là, il faut regrouper toutes les données pour donner à la fin la structure et les comment. Donc là, ce genre d'exercice, c'est un exercice de synthèse. Donc il faut savoir toutes les données sur les techniques, bien sûr, et aller doucement pour que vous puissiez bien sûr faire sortir le maximum de données à travers l'énoncé de l'exercice pour arriver à cette structure. Donc je commence par la première phrase. Cette enzyme GPM a été éluée d'une colonne biogel P300. Cette colonne calibrée à une position correspondant à un PM de 360 000. Donc, à travers l'énoncé, il y a élution d'une colonne. Ça veut dire quelle technique? Bien sûr, vous avez la diapo devant vous, vous allez juste lire. C'est pour cela que je préfère agrandir pour aller doucement, mais j'arrive pas. La donnée dit que c'est une élution d'une colonne. Est-ce que c'est une électrophorèse ou bien c'est une chromatographie?
C'est une C'est une chromatographie. chromatographie. Chromatographie C'est sur une colonne. chromatographie. Et le résultat obtenu, c'est un PM, poids moléculaire, de cette enzyme. C'est quel type de chromatographie? On avait plusieurs. Sur colonne. Elle est sur colonne, mais il y a plusieurs chromatographies sur colonne. Exclusion-diffusion. Voilà, vous voyez devant vous, c'est l'exclusion-diffusion. Il y a la chromatographie d'affinité, c'est une chromatographie sur colonne, et se base sur l'affinité de la molécule pour la séparer. Vous avez la chromatographie échangeuse d'ions, là également c'est une chromatographie sur colonne, mais elle se base sur la charge pour séparer les molécules. Et vous avez la chromatographie d'exclusion-diffusion, également c'est une chromatographie sur colonne, mais elle se base sur la masse molaire, sur le poids moléculaire, la taille des molécules pour les séparer. Elles sont toutes des chromatographies sur colonne, mais la caractéristique utilisée diffère d'une chromatographie à une autre. Donc d'après l'énoncé de l'exercice, il nous donne une donnée sur la masse molaire. Ça veut dire que la chromatographie utilisée, c'est une chromatographie d'exclusion-diffusion. Et tout ça, vous devrez le noter. Tout est noté dans un examen. Bon, quelqu'un qui me dit que c'est une chromatographie sur colonne, il s'arrête là. Bien sûr, il y aura moins que. Déjà, on dit c'est une élution sur colonne. Il va juste ajouter le mot chromatographie. Mais celui qui va préciser quel type de chromatographie, bien sûr, il aura la totalité de la note donnée à ce genre de questions. Donc là, ça montre que vous avez bien compris votre cours et vous savez bien comment l'utiliser. Donc là, il faut tout noter. C'est une chromatographie sur colonne, certes, et c'est une exclusion-diffusion, car on a utilisé la masse molaire pour séparer. Donc là, on se base sur la caractéristique de la taille. Ça veut dire que cette enzyme, qui est la GPM, à l'état natif, son poids moléculaire est de 360 000. Donc là, c'est une donnée que j'ai bien notée de l'exercice. Puis après, à cette enzyme, on a fait une autre étude. C'est une analyse, cette fois-ci, sur gel de SDS, polyacrylamide. Ça veut dire là, il s'agit de quelle technique? Électrophorèse. C'est une électrophorèse. On voit le gel, le polyacrylamide, il est utilisé en électrophorèse. Et il y a la présence de SDS. C'est quoi le SDS? Elle est donnée dans le cours également. Parmi les agents chimiques que j'ai cités, Madame, c'est une substance qui permet de séparer les... Madame, c'est un détergent. c'est un détergent et il est comment? Il est qualifié de détergent. Qu'est-ce qu'il fait à la protéine lorsque vous ajoutez le SDS à une structure protéique? Il dénature la protéine. Il dénature et en même temps, Il les sépare selon le poids moléculaire. pourquoi? Il dénature certes, et il est qualifié de détergent anionique, c'est-à-dire qu'il donne une charge négative à la structure protéique. Et par conséquent, on annule l'effet de sa charge, c'est-à-dire peu n'importe sa charge initiale, une fois elle est traitée par le SDS, la charge devient négative. Donc on traite les protéines de la même manière. Toutes les protéines auront des charges négatives et par conséquent, c'est la raison pour laquelle on va les séparer selon leur poids moléculaire. La technique est appelée la SDS-PAGE. La SDS-PAGE, j'ai mis l'abréviation et j'ai donné le nom complet. Le E, le premier E de PAGE, c'est électrophorèse, G c'est le gel,
PA, c'est le polyacrylamide, et on ajoute que la séparation, elle est faite dans des conditions dénaturantes. Le SDS mentionne que vous faites la séparation dans des conditions dénaturantes. Et la SDS-page, c'est un type d'électrophorèse qui est utilisé pour séparer les protéines selon leur poids moléculaire, car ils sont toutes chargées négativement. Et sur un gel, lorsqu'on les fait migrer sur un gel, bien sûr, ils vont toutes migrer vers le pôle opposé, c'est-à-dire vers l'anode, vers la charge plus, parce qu'ils ont la même charge, parce qu'ils sont traités par le SDS. Mais ce qui va faire la différence entre ces peptides, ce sont leurs poids moléculaires. Donc, on les sépare selon un poids moléculaire. Et là, la séparation, généralement, ça se fait sur un gradient de concentration en polyacrylamide. Si on a un mélange très hétérogène qui contient des protéines de poids moléculaires différents, donc sur le gradient de concentration en polyacrylamide, on arrive à les séparer selon leur poids moléculaire. Les petites et les grandes, elles sont toutes séparées sur le gel, sur un gradient de gel, où le gel il contient un gradient de concentration en polyacrylamide, et ce gel contient le SDS. Les protéines également, ils sont traitées par le SDS, donc la séparation, ça se fait dans des conditions dénaturantes. Donc là, on ne garde plus l'activité de l'enzyme. Donc au début, c'est pour cela que j'ai noté ici, là pour la chromatographie, il n'y a pas d'agent dénaturant. Donc le poids qu'on a obtenu après chromatographie sur colonne, c'est pour la protéine native, la protéine sous une structure bien déterminée qui va assurer une fonction. Native, ça veut dire qu'elle assure une fonction et n'est pas dénaturée. Mais lorsque vous voyez un agent dénaturant, ça veut dire là, il y a une déstabilisation de la structure de votre protéine. On voit bien la dénaturation par l'agent dénaturant. Donc, ce qu'on va obtenir, ce n'est pas la protéine native, c'est juste des chaînes polypeptidiques à l'état primaire, qui présentent une structure primaire. Mais ni la structure secondaire ni tertiaire n'est encore là, parce qu'on a déstabilisé par le SDS toutes les liaisons qui peuvent donner la structure native. Donc là, ce qu'on obtient, c'est le poids moléculaire des chaînes polypeptidiques qui constituent la structure initiale de votre protéine avant son traitement. Donc, avant le traitement, son poids moléculaire était de 360 000. Et la séparation sur gel dans des conditions dénaturantes a donné un poids moléculaire de 90 000. Ça veut dire là, c'est le poids moléculaire d'une chaîne polypeptidique présente dans cette protéine qui est la GPM native. Et là, on va comparer les poids moléculaires avec la première technique qui est la chromatographie et la deuxième qui est l'électrophorèse. Donc, à peu près le poids obtenu avec l'électrophorèse, il représente le 1/4 du poids moléculaire initial. Ça veut dire que si vous divisez 360 000 sur 90 000, il vous donne un chiffre de 4. Donc, à travers cette donnée par l'électrophorèse dans des conditions dénaturantes, on peut dire que notre protéine, qui est ici une enzyme, est constituée de 4 sous-unités ou de 4 chaînes polypeptidiques ou de 4 monomères ou protomères. Donc, ce qu'on obtient ici, c'est juste le poids moléculaire d'une chaîne. Or, on a pu dire que ce poids plutôt, il est 4 fois le poids initial. Ça veut dire que les chaînes polypeptidiques qui constituent cette protéine sont identiques de point de vue poids moléculaire. Ils ont le même poids moléculaire. Donc, sur le gel, lorsque vous faites la révélation pour l'électrophorèse, on voit une seule bande dont le poids moléculaire est de 90 000. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une seule chaîne polypeptidique. Vous pouvez avoir sur la bande que vous voyez après révélation plusieurs chaînes, N chaînes ayant le même poids moléculaire. S'ils ont le même poids moléculaire, ils migrent sur à la même distance. C'est-à-dire là, on détermine leur RF. Pour cette technique, on détermine le RF, le rapport frontal. La migration parcourue sur le gel par cette bande. Donc, quand je dis vous avez une seule bande, ça ne veut pas dire que vous avez une seule chaîne polypeptidique. Cette bande contient plusieurs chaînes polypeptidiques ayant le même poids moléculaire, parce que la migration elle est basée sur le poids.
S'il est situé à une distance bien définie sur le gel, ça veut dire qu'ils ont le même poids moléculaire. Mais la composition, on ne sait pas, parce qu'on a dénaturé, on a traité par le SDS, donc on ne sait pas la composition en acide aminé qui va définir la charge. La charge, elle est annulée par l'ajout de SDS. Toutes les structures, elles seront chargées négativement, peu n'importe leur composition initiale. Et par conséquent, on a eu une donnée sur leur poids moléculaire. Donc, je peux dire et conclure que la GPM, cette enzyme, qui est la glycogène phosphorylase A, elle est constituée de 4 chaînes polypeptidiques ou de 4 sous-unités monomères ou tétramères ayant le même poids moléculaire. Donc, la GPM est tétramère. S'il est tétramère, qu'est-ce que vous pouvez dire sur la structure? Parce que la question là, c'est donner la structure de cette protéine. Quand j'ai dit structure, c'est-à-dire est-ce qu'elle est tertiaire, quaternaire, primaire, secondaire, etc. C'est une structure quaternaire. Quaternaire, pourquoi? Parce qu'on a plus qu'une chaîne polypeptidique. On a 4 chaînes. On a plus d'une chaîne polypeptidique. On a plus d'une chaîne polypeptidique. Les protéines ayant plus d'une chaîne polypeptidique sont natives en état quaternaire, en structure quaternaire. Mais les protéines qui sont constituées d'une seule chaîne polypeptidique, là, ils assurent leur fonction à l'état tertiaire. Donc, si vous avez une seule chaîne, lorsqu'il arrive à la maturité en état tertiaire, il peut assurer la fonction. Mais s'il est constitué de plusieurs, il n'assure pas la fonction à l'état tertiaire. Chaque chaîne que vous avez ici, qui a le poids moléculaire 90, elle a évolué en structure tertiaire. Ça veut dire que chaque chaîne, elle est en structure tertiaire, mais pour avoir la fonction, il faut aller jusqu'à la structure quaternaire pour avoir l'assemblage ou l'association des 4 chaînes pour donner la protéine native, qui est la GPM. Donc, de point de vue structure, vous pouvez dire que la GPM a une structure tétramérique. Tétramérique, c'est-à-dire elle est constituée de 4 chaînes polypeptidiques. Donc, lorsqu'elle est sous sa forme tridimensionnelle native, elle est en structure quaternaire. Ou vous pouvez rajouter que où chaque chaîne est en structure tertiaire. Où chaque chaîne est en structure tertiaire. C'est bien compris? Oui, madame. Donc, je continue. Tout le monde a bien compris le raisonnement et bien sûr l'interprétation donnée pour chaque résultat obtenu après chaque méthode séparative. Donc là, je commente, j'explique la technique, je donne des données sur la technique pour montrer bien sûr au correcteur que vous avez bien compris de quelle technique s'agit-il. Et là, il faut donner le tout sur la technique, puis après, interpréter le résultat obtenu par cette technique. C'est ce qu'on a fait. Donc là, on a essayé de donner une interprétation à la structure de la protéine, parce que la question concernant la structure. Donc là, je répète que vous pouvez dire que la protéine, elle est en structure quaternaire. Elle est tétramérique, ça veut dire qu'elle est constituée de 4 chaînes polypeptidiques. Et chaque chaîne polypeptidique, elle est en structure tertiaire. Les chaînes polypeptidiques, ils sont identiques de point de vue. Et là, il faut ajouter identique de point de vue poids moléculaire. Mais la composition en acides aminés, on n'a pas encore de données pour dire est-ce qu'ils sont différents, est-ce qu'ils sont les mêmes, c'est-à-dire est-ce qu'ils contiennent les mêmes résidus d'acides aminés ou bien est-ce qu'il y a une différence? Parce que là, on ne traite pas la charge pour savoir est-ce que chaque chaîne, est-ce qu'il contient plus d'acides aminés acides ou plus d'acides aminés basiques. Donc, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est leur poids moléculaire qui est donné par l'électrophorèse, SDS page. Et en plus, il faut parler, puisqu'on a parlé ici de la structure tertiaire et quaternaire, ça veut dire ces structures, ils sont stabilisés par des liaisons, des interactions que j'ai citées dans le cours. Et les types de liaisons qu'on peut avoir au niveau de la structure tertiaire et quaternaire, ils sont les mêmes. Donc là, la GPM, cette enzyme, elle est stabilisée par des liaisons non covalentes
des liaisons, des liaisons covalentes, et il se peut qu'il y ait eu des liaisons également covalentes. Bon, là, vous pouvez citer tout ce que vous connaissez sur ces interactions. Là, dans les interactions non covalentes, vous avez la liaison hydrogène LH, la L ionique, la liaison ionique, les interactions hydrophobes, les interactions de Van der Waals. Et pour les covalentes, vous pouvez citer les ponts des sulfures. Donc là, on n'a pas mentionné, est-ce qu'on a utilisé le bêta-mercapto. Mais ce que vous pouvez savoir, c'est que lorsqu'on fait une électrophorèse et on met surtout la SDS page, il n'y a pas que le SDS utilisé. Sous-entendu, on utilise également le bêta-mercaptoéthanol et l'urée pour avoir une destruction complète de la structure tertiaire ou quaternaire, c'est-à-dire on hydrolyse tous les liens. Donc, lorsque je dis on a utilisé la SDS page, ça veut dire il y a la présence du SDS qui montre, bien sûr, la séparation a été faite dans des conditions dénaturantes, mais également on a utilisé le bêta-mercapto et l'urée. Je continue. On est toujours sur l'exercice 7. Bon, madame. Donc, il y a une autre donnée ou une autre étude qui a été faite sur cet enzyme. Cette fois-ci, c'est un dosage chimique, un dosage spectrophotométrique qui a été réalisé. Une analyse en se basant sur une hydrolyse, sur un échantillon de la phosphorylase. Donc, on a pris sur 1 mg de la protéine, on a trouvé 1,86 microgrammes de péridoxal. Donc là, c'est un élément qui fait partie de la structure qui a été dosé chimiquement. Donc en travaillant sur 1 mg de la protéine, on a pu doser ou déterminer le péridoxal, il est de 1,86 microgrammes. Et là, vous pouvez appliquer la relation que j'ai donnée dans le cours pour estimer la masse molaire. Donc là, ça permet les techniques que j'ai citées pour estimer la masse molaire. Donc, on a utilisé la chromatographie d'exclusion-diffusion. Il y a l'électrophorèse, la SDS page dans des conditions dénaturantes. Et il y a également il y a l'ultracentrifugation comme technique qui peut estimer le poids moléculaire. Et la quatrième méthode, c'est le dosage chimique. Là également, on peut l'utiliser pour estimer la masse molaire des protéines. Donc, toutes les 4 techniques, ils peuvent être utilisées pour estimer la masse molaire des protéines. À travers le dosage, vous pouvez déterminer le poids moléculaire minime si vous avez dosé un élément. L'élément ici, c'est le péridoxal. Le péridoxal, c'est un coenzyme. Ce n'est pas un acide aminé, mais c'est un coenzyme qui existe dans cette structure protéique. Donc, on a pu doser et on applique, bon, soit vous appliquez directement la formule. Moi, j'ai l'habitude de mettre des petites règles de 3 pour arriver à la même chose. Donc, dans 1 mg de protéines, on a trouvé 1,86. Là, il faut juste uniformiser les unités. Vous avez des milligrammes, des microgrammes. Et le poids moléculaire, il est donné en grammes. Donc, il faut mettre toutes les données en grammes. C'est ce que j'ai mis, 1,86, 10 puissance moins 6, pour 10 puissance moins 3 grammes de ma protéine. Et vous avez la masse molaire. La masse molaire de cet élément, il correspond au poids moléculaire minime si cette protéine contient un seul élément qui est le péridoxal. Donc, on suppose qu'il y a un seul élément et on détermine le poids moléculaire minime. Donc là, vous faites une règle de 3. Le poids moléculaire calculé, c'est 89 892. Là, c'est à peu près égal à 90 000. D'après vous, il correspond à quoi ces 90 000? D'après les autres analyses qu'on a fait pour déterminer le poids moléculaire. Le poids après Le poids SS. moléculaire de chaque sous-unité. Il correspond à quoi? Le poids moléculaire d'une seule chaîne peptidique. Voilà, il correspond au poids moléculaire d'une seule chaîne polipeptidique. Donc, on a à peu près ce qu'on a trouvé avec l'électrophorèse lorsqu'on a dénaturé. Ça veut dire là, la donnée, il dit qu'on a dosé le péridoxal et on a déterminé à travers le péridoxal le poids moléculaire d'une seule chaîne. Si on veut déterminer le poids moléculaire réel, il faut multiplier par le nombre de répétitions de cet élément. Mais pour nous,
on a la masse molaire initiale qui est donnée par la chromatographie d'exclusion-diffusion qui est de 360 000 et le poids obtenu par l'analyse, il est de 90 000. Ça veut dire que le nombre de répétitions de cet élément dans la structure, elle est de 4. Ça veut dire que chaque chaîne polypeptidique contient un élément péridoxal. Parce que la question, c'est toujours la structure. Comment est la structure? On a pu déterminer qu'elle est tétramérique. C'est ce que j'ai schématisé, ce que vous voyez à votre droite. Bon, là, j'ai mis une grande boule, c'est-à-dire que la structure, elle est globulaire. Et il a un poids moléculaire de 360 000. Ça veut dire là, c'est ce que j'ai mis en bleu, c'est votre structure de la GPM qui est tétramère. Et on a pu dire qu'il y a 4 sous-unités, c'est ce que j'ai mis en rouge. Et cette analyse chimique ou ce dosage chimique a montré qu'il y a 4 éléments péridoxales. Un péridoxal dans chaque chaîne polypeptidique. C'est ce que j'ai mis en bleu entre les boules rouges. Ça veut dire là, en pointillé, ce sont des liaisons de faible énergie qui lient les sous-unités pour donner une structure bien sûr native. Donc cette enzyme ne peut assurer la fonction que lorsqu'elle est sous cet état. C'est-à-dire les 4 chaînes polypeptidiques dont chacune contient un péridoxal et ils sont liés par des interactions que j'ai citées, des interactions de faible énergie et des interactions covalentes pour avoir une structure native. Pas forcément les covalentes parce qu'on n'a pas précisé est-ce qu'il y a des ponts SS, mais il se peut qu'il y avait des ponts ou il se peut qu'il n'y a pas. Mais pour les ponts, bon, j'ai pas trop insisté parce qu'il n'y a pas une donnée exacte qui dit qu'il y a eu l'hydrolyse des ponts SS par le bêta ou bien le bêta-mercapto ou bien par l'acide performique, etc. Mais vous pouvez tout dire, vous pouvez dire qu'il y a eu, puisque c'est une structure quaternaire, ce que j'ai schématisé, c'est une structure quaternaire de la GPM constituée de 4 tétramères, de 4 sous-unités, de 4 chaînes polypeptidiques. Dans chacune, ça a été confirmé par l'électrophorèse, dans chaque chaîne polypeptidique, il y a un élément péridoxal qui a été confirmé par le dosage chimique. On a pu dire qu'il y a 4 péridoxales à travers la relation que vous avez. Le poids moléculaire réel est égal n fois le poids moléculaire minime. Le poids moléculaire minime qu'on a trouvé, c'est 90 000. Donc, pour avoir le poids initial, on a multiplié par 4. Et 4, là, il donne le nombre de répétitions de péridoxal. Ça veut dire que vous avez un péridoxal par sous-unité. Et comme ça, vous avez répondu à la question concernant la structure. Mais voyez le détail, il faut tout expliquer, il faut justifier. Donc là, nous étions en train de justifier nos réponses. On ne donne pas comme ça. C'est tétramérique, ceci, cela, mais il faut toujours dire le pourquoi de la chose. Et maintenant, vous voyez mieux. Au début, l'exercice, c'était la donnée, vous voyez, c'est flou, vous ne savez pas comment répondre, mais maintenant, vous voyez bien les choses. Donc, vous utilisez toutes vos connaissances, tout ce que vous connaissez sur les techniques que vous avez vues en cours. Donc, je ne demande pas quelque chose que vous ne connaissez pas, mais tout ce que j'ai dit est dans votre cours. Vous êtes d'accord avec moi ou non? Oui, madame. Voilà. Donc, je connais moi beaucoup de choses, mais je ne dis pas ces choses-là. Je me base sur ce que vous connaissez, sur ce que j'ai donné pour vous, pour que vous puissiez savoir pour résoudre ce genre d'exercice. Donc, quelqu'un qui raisonne de la manière, il donne bien sûr toutes ces choses-là pour chaque technique, pour chaque chose, il la justifie, bien sûr, là, il aura la totalité de sa note. Hein? Et vous pouvez avoir au moins la moyenne si vous n'arrivez pas à schématiser la structure finale, mais sur chaque justif, je donne moi quelques points, bien sûr, pour que l'étudiant puisse avoir au moins sa moyenne. Hein. Je passe à un autre exercice. C'est bien compris celui-là? D'accord, madame. Tout le monde a bien compris? Vous êtes tous là d'abord? Oui, madame. Oui, madame. Il y a la plupart? Oui, il y a plus que 100. Combien? J'ai pas vu. Il y a plus que 100 personnes. Plus que 100, donc c'est très peu. Hein. Plus que 100, c'est juste la moitié. Hein. Ça veut dire la moitié n'a pas assisté. Mais je peux rien faire. Hein.
De toute façon, je travaille avec ceux qui veulent, hein. Oui, madame. Allez, pour l'exercice 8, on va voir que c'est à peu près ce qu'on a vu pour la fin de l'exercice 7. C'est une analyse chimique par spectrophotométrie, c'est un dosage tout simplement, c'est une détermination d'une quantité d'un élément qui est présent dans une protéine. Donc là, il s'agit toujours d'une protéine enzymatique. L'enzyme, c'est une protéine. C'est une protéine qui assure la catalyse chimique, donc elle est appelée enzyme. Donc une enzyme, c'est une protéine. Cette analyse d'acide aminé dans 1 milligramme de l'enzyme, donc on a pris 1 milligramme de l'enzyme, dans ce 1 milligramme, on a pu repérer 58,1 microgrammes de la leucine et 62,2 microgrammes de tryptophane. C'est-à-dire on a analysé, on a dosé 2 éléments, la leucine et le tryptophane. Et là, on vous demande quel est le poids moléculaire minime de cette enzyme. Et bien sûr, pour chaque élément, vous voyez, on donne son poids moléculaire. Vous avez le poids moléculaire de la leucine, c'est 131,2, et le poids moléculaire du tryptophane, c'est 204,2. On va appliquer toujours cette règle de 3 qui va nous donner le poids moléculaire avec le premier élément, la leucine. Donc là, 58, on a uniformisé les unités, on a mis tout en grammes. Donc le poids moléculaire minime avec la leucine, elle est égale à 2258. Puis on refait la même chose avec le TRP qu'on a dosé également. On a trouvé bon là peut-être que je me suis, attends, je dois changer la valeur, c'est 32, c'est 36,2. C'est bien ça? Oui, madame. 36,2. 6,2. 36,2 microgrammes pour le TRP et on a pris son poids moléculaire qui est de 204,2. Donc, l'application numérique a donné 5641 pour le poids minime avec le TRP. Donc, le poids minime pour un acide aminé ou pour l'autre, elle diffère. Et bien sûr, ce poids moléculaire, il doit être le même. Elle va être le même par la multiplication par le nombre de répétitions de chaque élément, sachant que le poids moléculaire réel, c'est n fois le poids moléculaire minime avec n éléments. Donc, ça veut dire n fois leucine avec le poids moléculaire minime trouvé pour la leucine. Il doit être égal à 1 fois TRP multiplié par le poids moléculaire déterminé par le dosage du TRP. Donc là, vous aurez une égalité si vous avez n éléments dosés. Si vous avez d'autres éléments, c'est toujours le nombre de répétitions de l'élément fois le poids moléculaire déterminé à travers le dosage de cet élément. Donc là, j'ai choisi cet exercice pour que vous puissiez bien sûr savoir comment on peut déterminer le nombre de répétitions de l'élément s'il n'est pas donné dans la donnée de l'exercice. Comme tout à l'heure, on a fait une analyse qui nous a indiqué le donné en se basant sur des techniques utilisées, comme par exemple la chromatographie qui nous a donné le poids moléculaire initial, c'est combien. Or là, on n'a pas cette donnée, mais à travers ces égalités, vous arrivez à déterminer le nombre de répétitions de chaque élément dans cette structure protéique qui est l'enzyme, que j'ai noté l'enzyme pure E. Donc c'est une enzyme qui a été purifiée. Donc, on va passer à l'application numérique. Donc, le poids approximatif, donc réel, c'est le poids approximatif. Elle est égale à n fois la leucine fois 2258. C'est le poids qu'on a déterminé avec le dosage de la leucine. Elle doit être égale à n fois TRP fois le poids moléculaire déterminé avec le TRP qui est 5641. Et là, on peut bien sûr faire sortir le nombre de répétitions de l'un ou de l'autre. Donc, si on suppose que
NTRP, elle est égale à 1. Le nombre de répétitions de la leucine, elle est égale à 2,5. Donc, si vous prenez 2258 multiplié par 2,5, elle est égale à 1 fois 5641. Ça veut dire dans la structure, elle doit contenir, pour avoir l'égalité du poids moléculaire, un TRP et 2,5 leucine. Or, on ne peut pas avoir la moitié d'une structure, soit qu'on a une leucine, soit on a 0 leucine. Ça veut dire que dans la structure, il faut avoir des chiffres entiers, des résidus. Donc, on va prendre bien sûr 2 fois 5, 2,5, si vous la multipliez par 2, il vous donne un chiffre entier. Ça veut dire dans la structure, pour avoir l'égalité des poids moléculaires déterminés avec un élément ou avec l'autre, ça signifie que dans la structure, vous avez 5 fois la leucine et 2 fois TRP pour avoir un poids moléculaire réel de 11 282. Parce que là, on vous demande de déterminer le poids moléculaire. Ça, c'est le minimum que peut avoir la protéine, toujours, même si je mets réel. Parce que si la leucine, elle est répétée 10 fois, et le TRP, elle est répétée 4 fois, donc là, il faut multiplier encore par 2 ce poids moléculaire de 11 282, et ainsi de suite. Toujours avec la leucine, un multiple de 5. Donc, c'est 5, 10, 15, 20 fois, etc. Et le TRP, c'est un multiple de 2. Et ils vont comme ça, pour avoir l'égalité, et ça donne une idée sur la masse molaire. Bon, j'ai dit approximative, c'est pour cela que j'ai utilisé le terme approximative. C'est pas très confirmé, donc là, on dit que le poids moléculaire, toujours minime, hein, réel mais minime, que peut prendre la protéine, sachant que la protéine, il peut contenir plusieurs fois la leucine et plusieurs fois le TRP, mais toujours avec un équilibre entre les deux poids et par conséquent un nombre de répétitions de la leucine qui est un chiffre de 5 et la répétition de TRP un multiple de 2. C'est bien compris? Pardon, Madame? madame. Oui, madame. Oui. Allez, vous avez des questions? Madame? Oui. Madame, pourquoi on a l'égalité ici? Parce que le poids moléculaire, il doit être égal. On travaille sur la même protéine. Si j'utilise un élément ou un autre, le poids moléculaire, il doit être le même. D'accord, madame, merci. Oui, parce que les deux éléments, ils font partie de la structure. Pardon, mais Oui. pourquoi il ne peut être pas la somme des deux? Non, il va pas une fois le poids moléculaire minime. C'est pas la somme des éléments qui constituent, mais c'est une fois l'élément, fois le poids moléculaire déterminé par cet élément. Et il doit être égal au nombre, toujours par le deuxième élément, le quatrième et le cinquième. C'est toujours comme ça. Et l'égalité, bien sûr, entre ces poids moléculaires déterminés par des éléments différents, vous pousse à déterminer le nombre de répétitions de ces éléments. Ce que j'ai donné est mathématiquement vrai, logique, juste, n'est-ce pas? Oui, madame, parce que on voit un nombre non Le nombre des éléments moléculaires. Donc le moléculaire, c'est pas des deux. Si vous avez n, on va faire la somme des n? Non. Il faut appliquer la règle. C'est le poids moléculaire réel qui est égal à n fois le poids moléculaire minime, n fois de l'élément déterminé et le poids moléculaire déterminé par cet élément. La définition dit bien ça. Hein? Et puisque on travaille sur la même protéine, donc si vous utilisez n'importe quel élément appartenant à cette protéine, le poids moléculaire il doit être toujours le même. Et bien sûr, il doit être toujours le même à condition de multiplier par le nombre
de répétition de cet élément dans la structure. Oui, j'ai compris. Merci. Oui, oui. Madame, Oui. pourquoi on ne pas supposer que NTRP égale? Vous avez vu, j'ai multiplié voir sur les bases. Or, soit vous avez l'acide aminé, soit il n'existe pas. Est-ce que vous avez bien compris? Oui, madame, merci. J'ai dit qu'il faut utiliser des chiffres entiers et non pas les décimaux ou un chiffre décimal. Madame, donc on peut C'est pour ça généraliser. que j'ai dit la racine, c'est toujours un multiple de 5. C'est 5, 10, 15, 20, etc. Et le TRP, il va avec 2. C'est un multiple de 2 pour avoir toujours l'égalité de poids avec un élément qui est la leucine et l'autre élément qui est le TRP. Oui? Mademoiselle qui a voulu parler? Oui, oui, madame, c'est bon, j'ai compris. J'ai bien compris. Allez, on passe au dernier exercice, c'est bien compris. Vous suivez bien, pas de problème? Oui, madame. C'est ce que j'ai dit alors la dernière fois, j'ai dit à distance, vous pouvez bien sûr suivre et comprendre sans aucun problème. L'essentiel, c'est que je termine avec vous les exercices. Vous voyez combien de informations nouvelles que vous avez à travers ces exercices, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Ce sont des exercices qui sont bien choisis, bien sûr, pour que vous puissiez mieux voir comment utiliser votre cours. Donc là, pour l'exercice 9, j'ai revenu à la charge parce que là, on va travailler avec une technique qui se base sur la charge. Et là, j'ai pris l'exemple d'une chromatographie sur colonne, n'est-ce pas? Mais laquelle des trois que j'ai cités tout à l'heure? Cette chromatographie. C'est une chromatographie par colonne, échangeuse d'ions. C'est une échangeuse d'ions. C'est une chromatographie échangeuse d'ions. C'est une chromatographie sur colonne échangeuse de cations. Bon, là, elle est échangeuse de cations, mais de manière, on dit échangeuse d'ions. Et les ions, il y a des échangeuses de cations et des échangeuses d'anions. Tout ça, il est donné dans le cours. J'ai donné l'exemple même des résines cationiques, des résines anioniques, etc. Donc, je reviens à l'énoncé de l'exercice. Donc là, on va séparer trois peptides, A, B et C. Le A, il contient glu, cystéine, leucine, glu. Donc là, c'est une séquence. On commence de la gauche par l'extrémité N-terminale et vers la droite, c'est votre extrémité C-terminale pour chaque peptide. Le B, il contient l'arginine, proline, gly et la lysine. Et le peptide C, il contient la valine. Il est composé de valine, 2 fois l'isoleucine et gly, la glycine. Ils sont en solution dans un bécher. On veut les séparer. Et la séparation, elle est faite sur chromatographie échangeuse de cations. Et l'exemple de résine utilisée comme échangeuse de cations, c'est carboxyméthylcellulose. Donc, vous avez de la cellulose. Sur cette cellulose, on substitue des groupements carboxyméthyl, CH3, COOH, qui sont liés à la résine. Bon, là, vous voyez sur la colonne, j'ai schématisé une colonne. Et sur cette colonne, j'ai mis des groupements COOH. Bon, là, c'est COO-, donc on va voir le pourquoi. Donc là, c'est une colonne
échangeuse de cations. Ça veut dire que la résine, elle est chargée négativement. Et généralement, une résine, elle est dite étalonnée ou équilibrée par un contre-ion. Le contre-ion ici, c'est H+, donc COO-H+. Donc là, on prépare la résine, bien sûr, là, à des pH bien définis, de manière à charger négativement pour que les groupements méthyl d'après vous, à quel pH je dois utiliser sur la résine pour que les groupements COOH soient chargés? Les groupements COH, c'est la fonction carboxylique que vous connaissez. Donc, pour qu'il soit sous la forme des protonés COO-, le pH, il doit être comment? Basique. Basique par rapport à quoi? Au PHI. Non, pour la fonction. Donc, pour la fonction, on parle de... Le pK. Voilà, pour la fonction, on parle de son pK. Donc, pour avoir la déprotonation de ce groupement, le pH utilisé, il doit être supérieur à son pK. Bon, généralement, elle est supérieure à 2. Bon, entre 2, 3, 4, si c'est sur la chaîne, c'est au carbone alpha, mais généralement, elle est entre 2 et 3. Donc là, la résine, elle est équilibrée par un pH qui est supérieur au pK du groupement carboxy qui est fixé à la résine. Et il va être sous la forme COO- pour qu'il soit efficace dans la séparation. Et pour les garder chargés négativement, on utilise un contre-ion pour garder toujours cette interaction entre charges opposées. Et après, vous pouvez ajouter le mélange, j'ai mis ici le peptide A, B, C. On va les ajouter à la résine, à la colonne. Donc, on va les verser dans la colonne. La colonne, bon, j'ai dit dans les TP, c'est une simple burette. Et dans cette burette, on peut mettre la résine. Et bien sûr, après, on peut rajouter le mélange qu'on veut séparer. Et bien sûr, la phase mobile ou le pH de la phase mobile qui va définir la charge du peptide ou des peptides qu'on veut séparer sur cette résine déjà étalonnée. L'exercice dit que pour l'élution, on applique un gradient de pH de 1 à 10. Et on vous dit indiquer l'ordre de sortie de ces peptides. La résine, elle est dite échangeuse de cations. Ça veut dire que pour que ces peptides, pour fixer ces peptides sur la résine, il faut les charger à des charges qui sont opposées à la résine pour qu'ils puissent se fixer sur la résine. Puis après, on va les séparer en augmentant le pH. Donc, à pH 1, comment ils vont être les trois peptides? Leur charge. Positif. Positif. Voilà. Maintenant, vous avez bien compris cette notion de charge. À pH acide, les trois peptides sont chargés positivement. Donc là, j'ai mis la flèche, ça veut dire on va les verser dans la colonne. Une fois on verse le mélange dans la colonne, vous avez la petite flèche bleue qui vous donne l'état à pH acide. J'ai mis à pH acide, l'état, c'est ce que vous voyez, les peptides A+, B+, et C+. Une fois ajoutés à la résine, le contre-ion, bien sûr, elle est faible, elle va partir, ils vont se fixer sur cette résine négativement, qui a été déjà étalonnée et on les a chargés négativement. Puis après, on va maintenant essayer de séparer ces peptides selon leur composition en acides aminés. Donc là, c'est une manière de purifier. On veut obtenir chaque à part. Là, c'est une purification qu'on peut réaliser en utilisant une technique qui est la chromatographie échangeuse d'ions. À pH 10, parce qu'ils nous ont donné l'intervalle, on a dit à pH 1, ils sont toutes chargés positivement. À pH 10, bien sûr, ils seront chargés Négativement. Négativement.
Oui, c'est un pH qui est très basique, donc les peptides, bien sûr, ils seront déprotonés, leur fonction qui existe sur la structure, elle va être déprotonée et vous aurez que des charges négatives sur cette structure. Donc, entre les deux, s'ils se chargent négativement, est-ce qu'ils vont rester sur la colonne? Non, Non, parce qu'il est cationique. Voilà, ils vont être élués. Élués, c'est-à-dire, c'est faire sortir. Le terme élué d'une colonne, c'est faire sortir la molécule de la colonne. Si on va utiliser un pH de la phase mobile qui est égal à 1, ils sont toutes chargées positivement, ils vont se lier à la colonne. Mais si maintenant on va ajouter une phase mobile où le pH elle est égal à 10, on va les recharger négativement, ils vont sortir tous les trois de la colonne en même temps. Et comme ça, on n'a rien séparé. Donc, pour les séparer, on va jouer sur leur composition pour voir comment elle va évoluer leur charge. Qui était positive, elle va passer à plus ou moins, puis elle va passer à moins, n'est-ce pas? Maintenant, on est dans l'intervalle de 1 à 10. Automatiquement, s'ils sont chargés positivement, ça veut dire c'est avant leur pHI. On va aller à fur et à mesure pour les séparer en fonction de leur pHI, parce que si vous regardez la composition, elle est différente. Par conséquent, leur pHI, il doit être différent. Et comme ça, on va les éluer un après l'autre. L'objectif, c'est de les séparer. C'est avoir le premier, le second et le troisième indépendamment. Donc, pour cela, bon, là, j'ai choisi le pH 7 entre 1 et 10. Et là, j'ai essayé de voir comment il va devenir la charge à pH 7 de chaque acide aminé, de chaque peptide, pardon, là on travaille sur des peptides, de chaque peptide. Le peptide A, donc là, vous voyez, on n'a même pas besoin ni des pK, ni de rien du tout. Juste en regardant la structure, et bien sûr, vous maîtrisez bien maintenant tout ce qu'on a vu dans les autres exercices, donc vous pouvez estimer, j'ai dit estimer la charge, sans faire ni les équilibres, ni avoir une idée sur le pK, ni. Si vous regardez la structure de A+, sa nature, elle est comment? En regardant juste la structure. Elle est acide. Voilà, elle est acide. Si elle est acide, son pHI, elle va être Acide. très acide. Il contient 2 acides aspartiques. Et le maximum du pK de la fonction carboxylique portée par la chaîne latérale, elle est de l'ordre de 4. Ça veut dire si vous êtes à 7, les fonctions acides ils sont déprotonées. Tous, vous voyez ça? Oui, parce qu'on a dépassé le pHI. Voilà. Donc, si les fonctions, là j'ai mis un moins au-dessous de glu, ça veut dire c'est ça la chaîne latérale qui va être déprotonée pour les 2 glus. Et vous avez la fonction C terminale de glu qui est également déprotonée, elle donne une charge négative, alors que la fonction amine à pH 7, il reste plus, parce que le pH, son pK, elle est de 9, de l'ordre de 9. Donc la seule qui va rester chargée positivement. Et par conséquent, la charge apparente, elle est négative. Donc à pH 7, le A, elle est négative. Le B, il contient des acides aminés qui sont comment? Ils sont basiques. L'arginine et la lésine. Oui, vous avez la présence de l'arginine, où le pK, elle est 12. Donc, pour qu'il se déprotonne, il faut aller jusqu'à 12. Donc, à pH 7, elle est toujours protonnée. Oui. Et vous avez la lysine également qui va rester protonnée. L'extrémité N protonnée. Et par conséquent, la charge apparente, elle est positive. Donc, à travers la composition, je peux estimer la charge sans faire ni les équilibres, ni quoi que ce soit. Et pour le C, la nature des résidus qui constituent C, ils sont neutres, voilà. Elle n'a que les 2 extrémités, et les 2 extrémités, elles s'égalisent. Donc, à pH 7, elles ne portent aucune charge. Et maintenant, vous pouvez donner l'ordre d'élution si vous augmentez à fur et à mesure en allant de 1 à 10 le pH de la phase mobile. Donc, à 1, vous fixez les 3.
Et on va ajouter le NaOH dans la phase mobile pour augmenter son pH. Donc, en allant 1, 2, 3, 4, bon là, jusque-là, ils sont toutes là. Puis après, si j'arrive à 7, le A, elle est déjà chargée négativement. Ça veut dire, est-ce qu'il va rester dans la colonne? Il va partir. Non, Elle va être éluée. Donc, l'ordre d'élution, on vous dit l'ordre d'élution, c'est-à-dire le premier c'est quoi, le deuxième c'est quoi. Donc, le premier qui va sortir de la colonne, qui va être élué, étant le peptide A. Voilà, j'ai purifié le A. Dans un tube, je récupère A. Après, j'augmente encore le pH. Déjà à 7, j'ai le C qui devient 0. Est-ce qu'il va rester sur la colonne? Non. Après le A. Le premier qui va sortir, c'est le A. Le deuxième qui va partir, c'est le C. Le B, elle est très basique, elle reste encore. Mais si j'arrive à 10 ou 11, je vais l'éluer lui aussi. Donc, l'ordre de sortie, vous pouvez faire sortir le A en premier lieu, puis après le C et à la fin B. Et ceci en augmentant le pH de la phase mobile. Et comme ça, on a répondu à la question, c'est indiquer l'ordre de sortie de ces peptides. Et là, vous pouvez le faire bien sûr facilement, sans calculer, j'ai dit avec précision le pHI. Donc là, on ne vous demande pas de calculer le pHI, on vous dit juste donner l'ordre de sortie. Et de cette manière, ce raisonnement logique, vous arrivez juste en déterminant, en regardant juste la nature de chaque peptide, la nature des acides aminés de chaque peptide, vous pouvez bien sûr déterminer sa charge ou estimer sa charge. C'est bien compris? Oui, madame. Allez, on continue pour la deuxième partie de cet exercice. C'est toujours cette notion de charge. Et là, j'ai pris des protéines. On veut séparer des protéines ou purifier des protéines. Et là, on donne la caractéristique de ces protéines. On donne leur pHI. Vous avez l'ovalbumine, cytochrome C, c'est un pigment, et les lysozymes. Vous avez le pH de l'ovalbumine, c'est 6,5, celui de cytochrome C, c'est 8,15, et celui des lysozymes, c'est 10. Ces protéines, on veut les purifier ou les séparer par une résine, et cette fois-ci, c'est une chromatographie sur colonne, toujours, échangeuse de cations ou échangeuse d'ions, et c'est là, plus précisément, c'est une échangeuse d'anions, parce qu'elle est chargée positivement. L'ammonium quaternaire, j'ai donné l'exemple de l'ammonium quaternaire comme étant une résine anionique. Elle est chargée positivement, elle va fixer les anions. Et là, on vous dit que, bon là, on donne l'explication, mais généralement dans l'examen, ça y est, vous devrez connaître c'est quoi l'ammonium quaternaire. C'est une résine anionique. C'est une résine chargée positivement. On veut séparer ces protéines. Toujours, il faut bien sûr étalonner ou équilibrer la colonne. La résine ammonium quaternaire, elle est chargée positivement. Ça veut dire là, je vais commencer par un pH qui est très basique. Donc, un pH basique, comment il va être? Pour fixer les protéines, ils doivent être chargés. Comment? Négativement. Voilà, la résine est plus, et donc il faut les charger moins. Pour les charger moins, donc pour charger toute structure négativement, il faut la mettre dans un pH qui est comment? Acide ou basique? Basique. Très basique. C'est pour cela que j'ai mis le pH 12. Donc cette fois-ci, on va faire le travail à l'envers. Pour l'autre partie, on a commencé par le pH 1 parce qu'on a une résine chargée négativement et on doit charger positivement ce qu'on veut séparer. Cette fois-ci, c'est l'inverse. On a chargé la résine positivement et on veut séparer les molécules, donc il faut les charger négativement. Si les trois protéines sont dans un pH 12, elles sont toutes chargées négativement. Donc, ils vont se fixer sur la résine.
Donc, la première partie, donc j'ai mis la colonne avec ovale moins, cytochrome moins et lysozyme moins. Puis après, pour les éluer, je veux les séparer. Pour les séparer, cette fois-ci, je veux me baser sur leur PHI, leurs caractéristiques. Parce que là, vous ne connaissez pas, vous, ces protéines. Tout à l'heure, on a donné la composition en acides aminés. Vous connaissez les acides aminés, vous pouvez estimer la charge. Mais là, on a donné le PHI pour faciliter la tâche pour vous. Si vous avez le PHI, vous pouvez savoir, bien sûr, comment ils vont évoluer selon leur PHI. Comment va évoluer leur charge selon leur PHI. Donc, le PHI, donc là, j'ai mis le tableau, le PHI de l'ovalbumine, c'est 6,8. Maintenant, on va ajouter l'HCl pour diminuer le pH. Donc, on va de 12 à 1. On va diminuer à fur et à mesure le pH en ajoutant cette fois-ci un acide. Et en allant de 12, bon là j'ai pris la valeur 9. Donc, allant de 12, 11, 10, arrivons à 9, on va voir comment elle va, on va s'arrêter à 9 pour voir comment elle va évoluer la charge de ces protéines qui étaient chargées négativement et fixées sur cette résine. Donc, l'ovalbumine, son PHI, c'est 6,5. Bon, ce qu'on a vu dans le dernier TD. Vous mettez la caractéristique et vous comparez le pH par rapport à cette caractéristique. Le pH 9, il est comment par rapport à 6,5? Il est plus grand. Supérieur. Photoné. S'il est supérieur, ça veut dire que votre structure elle sera chargée Négativement. négativement. Il est protoné. Voilà. Si l'ovalbumine il va se charger négativement, est-ce qu'elle va rester ou elle va partir de la colonne? Elle Va rester dans la colonne. On va voir les autres. Pour 8,5, 8,5, il est inférieur à 9. C'est comme le valbumine. Elle va rester chargée négativement. Donc, elle va rester sur la colonne. Or, l'isozyme, son pH, il est de 10. Ça veut dire il va quitter la charge positive. À 9. Voilà, elle va changer de charge. S'il change de charge, elle va être éluée de la colonne. Parce que là, la question, quelles sont celles qui sont retenues par la résine à pH 9? Donc, la réponse? C'est l'ovalbumine et le cytochrome C. Voilà. Donc, le valbumine et le cytochrome C vont rester où ils sont retenus par la résine à pH 9 car leur pH elle est inférieure à cette valeur et par conséquent leur charge reste toujours négative alors que celle de l'isozyme elle est chargée positivement à ce pH donc elle va être éluée de la résine ou de la colonne. Elle va être exclue de la colonne. Et c'est comme ça qu'on répond à ce genre d'exercice, donc en comparant soit le PHI, soit la composition en acides aminés, soit les pK de chaque fonction, soit. Je pense que j'ai tout donné pour que vous puissiez résoudre avec plus de facilité ce genre d'exercice. Avez-vous d'autres questions concernant le cours, le TD, tout ce qu'on a vu ensemble? Pas de questions? Madame, j'ai une question. Oui. Ce qui concerne le détergent SDS, j'ai pas compris le principe de celui-ci. Le SDS, j'ai donné un schéma dans le cours. Je vais revenir. Je vais voir si j'ai le contenu de mon cours. Voilà.
Je vais essayer de partager avec vous juste la diapo. Dans le cours, j'ai parlé de... Vous voyez la diapo? Donc, sur cette diapo, il y a l'effet du SDS. Le SDS, vous voyez sa structure comment il est, bien sûr, par le Na+. Ça, c'est la structure SDS, sodium dodécyl sulfate. Cette longue chaîne hydrocarbonée s'intercale. Là, c'est la protéine native. Vous voyez comment il est globulaire, plus le SDS, la queue hydrocarbonée. Cette chaîne hydrocarbonée de SDS, elle va s'intercaler, vous voyez, dans la structure. Ce que vous voyez en marron, c'est la chaîne polypeptidique. Donc, lorsque vous ajoutez le SDS à la protéine, la chaîne polypeptidique, elle était sous sa structure quaternaire. Donc, chaque chaîne, vous voyez, vous avez deux chaînes qui s'associent pour donner la structure quaternaire de cette enzyme. Donc, elle est formée de deux chaînes. Une fois que vous ajoutez l'agent dénaturant, elle déstabilise la structure. Vous n'avez plus les liens qui stabilisent la structure quaternaire. Vous n'aurez que des chaînes linéaires en structure primaire. Sur ces chaînes primaires, le SDS il s'intercale entre les rhizomes sur la structure tout entière. Vous voyez combien de charges négatives que vous avez sur une chaîne polypeptidique. Donc, peu importe la composition en acide aminé, cette structure elle sera chargée négativement par le SDS. Vous avez bien compris maintenant? D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Encore d'autres questions? Je reviens au TD ou ça y est, vous avez bien compris? Pas de questions? Madame, s'il vous plaît, juste est-ce que vous pouvez nous envoyer le PDF de la correction du TD, s'il vous plaît? Non. Je pense que vous avez assisté, vous avez compris. Oui, madame, on a pris des notes, mais c'est vrai. On peut tout donner quand même. Oui, madame, c'est vrai. Compris. Je suis à votre disposition. Sinon, si vous avez le TD, le cours, des choses que vous n'avez pas compris, je serai à votre disposition. OK? Madame, Oui, Oui. madame. Madame, vous pouvez nous envoyer des examens des années dernières? Si je peux, l'an dernier, c'était à distance, donc c'est sur Moodle, j'ai rien sur moi. Donc, je ne peux rien envoyer en ce qui concerne l'an dernier. Cette liste de la bibliothèque. Donc là où vous avez biochimie structurelle, exercice, vous avez ce genre d'exercices qui sont sûrs. C'est ce que j'ai fait moi, je travaille toujours avec ces bouquins-là. Donc il y a pas mal d'exercices que je prends de ces bouquins et que vous pouvez bien sûr aller les chercher à la bibliothèque de la fac. Mais non, mais sur l'Internet, bien sûr, vous pouvez chercher, il y a pas mal de choses que vous pouvez trouver sur le net. Madame, Oui. Oui. merci, madame. Je vous en prie, il n'y a pas de quoi. Et bon week-end. Peut-être j'ai gâché votre week-end par cette séance de TD. Non, non, madame, non. On vous remercie beaucoup.
rien, c'est un devoir. Non, madame. Merci à vous. Je vous souhaite bonne continuation et travaillez bien. Et qu'on reste toujours en contact. Si vous avez encore des questions concernant quoi que ce soit, bon, vous pouvez l'envoyer, je dis, à travers votre responsable pour ne pas voir des centaines de questions. Vous pouvez regrouper bon, les questions s'ils se répètent et vous me formulez bon, un truc et je peux répondre bien sûr. Selon ce que je peux. Moi également, je ne connais pas tout, hein, je ne suis pas parfaite. Et comment vous avez trouvé cette séance à distance? Pas bien. C'était bien? Parfait. C'est bien, madame. Ok. Allez. Je vous dis au revoir. Oui. Allez. Partez travailler. Au revoir, madame, merci. Au revoir. Merci à vous. Allez,